Salut, je suis Bogdan. Soyez le bienvenu sur ma chaîne Untranslatable. Ici, je parle d'une façon plus ou moins sérieuse de langues que je connais, mais surtout des livres que je lis dans le texte. Je suis autodidacte et aussi, pourquoi ne pas l'admettre, un grand dilettante. Un ouvrier polyglotte qui, par passion pour la littérature, a appris à lire presque tout ce qu'il aime dans la langue originelle. J'ai beaucoup appris dans la fabrique où je travaille et où mon boulot est assez simple et routinier pour laisser mon esprit libre. Là, mon corps participe à la production industrielle pendant que mon cerveau absorbe des livres audio, des émissions culturelles ou des entretiens avec les plus grands intellectuels du monde entier. Chez moi, quand j'ai du temps libre, je lis soigneusement, mais surtout avec plaisir. J'écris aussi des critiques dans la même langue que presque chaque livre que je lis. Je publie ces textes sur Goodreads, où je suis assez connu, mais aussi sur Substack et Medium. Si vous trouvez bon mon travail, ce travail qui n'est pas dans la fabrique, mais dans l'esprit, ce travail libre, passionné avec les mots, ce travail volontaire que je fais par plaisir, vous pouvez le rémunérer un petit peu en faisant une donation quelconque via le lien PayPal ci-dessus dans la description. Et bien sûr, je serai très contente et honorée de recevoir vos likes et de vous compter parmi mes abonnés. Inévitablement, je fais parfois des fautes grammaticales et des erreurs de prononciation. Soyez un peu patient avec moi. J'espère compenser ce petit manque dans la forme de mon discours ou de mes textes par leur contenu qui est le résultat d'un contact direct avec la littérature telle qu'elle a été écrite, non telle qu'elle a été traduite. C'est cela que j'essaie de vous offrir aussi directement que je peux. Une autre aide très précieuse de votre part serait de me donner des suggestions pour mieux éditer mes textes, la partie écrite qui est à l'origine de chaque vidéo et que vous trouverez en suivant les liens vers Goodreads, Substack ou Medium. Merci. Mes amis par Emmanuel Bove est un livre que je retiens comme au moins aussi important dans la littérature française du XXe siècle que L'étranger de Camus. Étrangement, mes amis restent jusqu'à nos jours très peu connus. C'est dommage car il est aussi mieux écrit que l'autre, même sur le terrain des jeux de Camus, l'existentialisme. Je pense que Bove est plus fort, car moins explicite et plus subtil que l'autre, moins philosophe et plus artiste. Bove montre une atomisation des êtres humains qui est plus avancée, plus proche de nos existences mises en scène sur les réseaux sociaux que l'étrangeté de l'homme moderne dont nous parle Camus. Camus nous parle d'un homme indifférent. Bove, en revanche, d'un homme indifférencié. L'anti-héros de Camus est aliéné des autres parce qu'il pensait ne pas avoir besoin d'eux. Celui de Bove a besoin de quelqu'un, n'importe qui. Il ferait tout pour avoir un ami, mais malgré cela, il n'y parvient pas. Nous découvrons, en suivant les pitoyables et ridicules efforts de Victor Bâton pour se donner corps et âme aux autres, une chose particulière. Cette chose, nous la voyons aussi dans notre monde virtualisé. Être disponible signifie en même temps être dispensable.
Je vais maintenant lire mon analyse de ces classiques largement ignorés. Si vous préférez lire par vous-même, suivez l'une des liens déjà mentionnés. Merci. Mes amis, par Emmanuel Bove. Je crois que Victor Bâton, le protagoniste de ce livre, est un des grands héros naïfs de la littérature. Il a, comme Don Quichotte, une quête, quoique sans la grandeur idéaliste de celle-ci. Il ne veut pas rétablir l'âge d'or sur la terre, il ne veut que se faire un ami. Cependant, ses péripéties et les résultats dérisoires de tous ses efforts sont tout aussi risibles et tristes que la parodie des actes héroïques faite par la célèbre Hidalgo. Je cite. Mon imagination crée des amis parfois parfaits pour l'avenir, mais en attendant, je me contente de n'importe qui. Donc, mon imagination crée des amis parfaits pour l'avenir, mais en attendant, je me contente de n'importe qui. L'acharnement que Victor Bâton met dans ces tâches simples, trouver un vrai proche, et l'irrémédiable, constant et crassant échec nous le montre comme pas seulement aussi absurde que son prédécesseur, si bien dans la forme la plus modeste et humble possible, mais aussi un des plus grands personnages petits de la littérature moderne. À propos, elle en abonde. Les personnages petits que j'aime le plus sont Akaki Akakevitch Bachmachkin, du Manteau de Gogol, L'homme à l'étui de Tchekhov, Jakob von Gunthen, de l'œuvre homonyme de Robert Walser, traduit comme L'Institut Benjamenta, et bien sûr Gregor Samsa. Parfois, en lisant, je me suis demandé qui sont au fond les amis de Victor Bâton, si le livre porte tout de même le titre Mes amis. Je crois qu'il a au moins trois réponses possibles. Ou bien le titre est ironique, parce que le narrateur n'a pas d'amis, ou bien il résulte de la candeur du personnage principal, parce que les pauvres et brèves relations qu'il entretient avec les autres lui suffisent pour les appeler des amis. Ou encore, il existe une hypothèse peut-être pas trop exagérée. Les amis visés par Victor, c'est nous, les lecteurs. Nous sommes, en fin de compte, les seuls à qui il se montre sans réserve dans sa petitesse et sa misère. Je crois que les personnages, surtout les personnages narrateurs, sont plus proches des lecteurs que des autres personnages du même livre. C'est davantage à nous qu'en racontant leurs histoires, en se confessant partiellement, ils réclament de la sympathie. Victor Bâton, même s'il est un homme naïf et humble, est aussi très circonspect, méfiant envers les autres, hyper attentif à tout ce qu'il faut ou devrait faire. Il est aussi un peu paranoïaque et narcissique, donc trop conscient de lui-même et des autres. Il s'en fait une image exagérée, précisément parce qu'il est trop conscient et minutieux. Il se perd dans les détails. Sa naïveté est paradoxale ou a des nuances. Victor Bâton a envers les autres des élans toujours un peu délirants, ce qui me rappelait Don Quichotte chargeant les moulins, mais pas avec une lance comme son grand prédécesseur idéaliste. Il se lance, mais il reste toujours sous ses gardes. Cela s'explique aussi par le fait qu'il est un vétéran de la Première Guerre mondiale. Sa scrupulosité défensive, ainsi que la rudesse ou l'indifférence des autres, peuvent être justifiées par le contexte socio-historique. La guerre a rendu les hommes plus étrangers les unes aux autres, moins confiants, plus vigilants qu'auparavant.
Dans certaines circonstances, Victor Bâton affirme qu'il est un grand blessé de la guerre, mais ce n'est que vers la fin du roman que l'on découvre qu'il a une main mutilée. Pourtant, selon notre personnage, il n'est rien de plus qu'un fainéant. Il est sans doute difficile dans ses relations brèves et insuffisantes avec les autres. Il est aussi un peu sauvage. Peut-être, comme le renard dans Le Petit Prince, cherche-t-il d'abord quelqu'un qui puisse l'apprivoiser, le ramener à cet état social calme et affable où il serait surtout capable d'avoir des amis, donc d'être aimable. Je cite. « Je voudrais que l'on s'occupait de moi, que l'on m'aimait. Comme je ne connais personne, j'essaie d'attirer l'attention dans la rue, car il n'y a que là qu'on puisse me remarquer. Mon cas ressemble à celui du mendiant qui, en plein hiver, chante sur un pont à minuit. Les passants ne donnent rien parce qu'ils trouvent cette façon de demander l'aumône un peu trop théâtrale. De même, en me voyant accoudé sur un parapet, mélancolique et désœuvré, les passants devinent que je joue la comédie. Ils ont raison. Mais tout de même, ne pensez-vous pas que c'est une situation bien triste que celle de mendier à minuit sur un pont ou de s'accouder sur un parapet pour intéresser le monde? Dans son humiliation dérisoire, Victor Bâton ressemble un peu à l'homme souterrain de Dostoïevski. Tout aussi, il est comme l'artiste de la femme de Kafka, personnage qui affiche son jeune, mais pas pour en être admiré. Je cite de Kafka. « J'ai toujours voulu que vous admirez mon jeune, dit le jeuneur. Mais nous l'admirons, dit l'inspecteur conscient. Mais il ne faut pas l'admirer, dit le jeuneur. Bon, dans ces cas-là, nous ne l'admirons pas, dit l'inspecteur. Et pourquoi ne faut-il pas l'admirer? Parce que je suis forcé d'avoir femme, je ne peux pas faire autrement, dit le jeuneur. Voyez-moi cela, dit l'inspecteur. Et pourquoi ne peux-tu pas faire autrement? Parce que, dit le jeuneur, en soulevant un peu sa petite tête et en avançant les lèvres, comme s'il voulait donner un baiser, il parlait à l'oreille de l'inspecteur, afin qu'aucune de ses paroles ne se perdît. Parce que je n'ai pas pu trouver d'aliments qui me plaisent. Si je n'avais trouvé un, crois-moi, je n'aurais pas fait tant de façons et je m'en serais repu comme toi et les autres. Comme le personnage de Kafka, qui n'aurait pas tant fait et affiché sa femme, s'il avait trouvé l'aliment qui plaise, aussi Victor Bâton n'aurait tant affiché sa solitude et n'aurait fait un tel cas d'elle. Dans la rue, s'il avait trouvé ce qu'il imagine et cherche. Je cite. « Je cherche un ami, je crois que je ne le trouverai jamais. » L'artiste de la femme et Victor Bâton jouent la comédie de leur manque. Pendant le spectacle de leur misère, ils sont apparemment, ou vraiment, je ne saurais pas le dire, ridicules. Mais en fond, ils souffrent. L'effet reste qu'ils ont chacun un grand besoin. Victor Bâton est l'observateur minutieux de son petit monde. Toutes les descriptions sont des miniatures hyperréalistes et c'est ce réseau de détails quotidiens qui constitue le seul support palpable, mais très fin et fragile de sa vie. Dans ma présentation d'Armand, le second roman de Bove, j'ai écrit un peu sur l'effet instantané et la précision visuelle, presque photographique des descriptions.
et j'ai même collectionné les images avec des ombres. Ici, je me limite seulement à une image qui, hors contexte, semble un haïku. Dans mon acceptation occidentale et profonde, les haïkus sont des descriptions tellement laconiques et hors contexte qu'elles en deviennent pures. Je cite: des gouttes tombées à terre, jamais l'une sur l'autre. Au revoir mes amis.